Donc contrairement aux derniers exercices qu'on a fait ensemble, ici on est sur un système mécanique donc où il y a plusieurs pièces dans ce système. Vous avez un schéma cinématique du système et vous avez aussi des actions mécaniques exercées par des pièces donc extérieures à ce système. Voilà. Donc alors pour la petite histoire, ce système c'est présenté comme un extracteur de pièces pour un montage d'usinage. Ce qu'on appelle un montage d'usinage, c'est un ensemble de pièces qui permettent de positionner une pièce que l'on va usiner. Donc un brut qu'on va mettre dans un espace machine et avec généralement une commande numérique aujourd'hui. Mais avec des machines conventionnelles, hein, classiques, ça peut être le cas, hein, ou rien qu'une perceuse. On va venir usiner, donc percer, enlever de la matière. L'idée c'est que si on est sur une pièce avec des formes simples, un simple étau ça suffit pour maintenir une pièce et pour résister aux efforts de coupe. Mais si on est sur une pièce qui a des formes complexes, et ben pour pouvoir la poser et l'orienter comme on veut dans l'espace, et ben on utilise différentes pièces avec des contacts surfaciques, linéiques ou ponctuels. Et donc ça, c'est un petit système qui permet de régler à la fois la hauteur de contact au point 1 et puis aussi d'exercer un effort, par exemple pour débloquer ou bloquer une pièce. Voilà. Donc alors, je vais commencer en faisant le graphe des liaisons. Donc ici, le bâti, c'est la pièce 2. D'accord. Donc, je vais mettre le symbole bâti, comme ça, on ne l'oubliera pas. Ensuite, on a la pièce 1 qui est un levier. La pièce 4 qui est un piston. D'accord, on va pas prendre en compte le ressort qui est une pièce déformable. On va commencer par faire le graphe des liaisons. Donc ici, entre 2 et 1, on a une pivot d'axe BZ. Entre 1 et 4, on a une linéaire annulaire de centre F et de direction X. Et entre 2 et 4, on a une pivot glissant d'axe CY. D'accord. Ensuite, donc si on s'appuie sur ces liaisons, on va pouvoir dire que comme ces liaisons sont réalisées par des contacts entre les pièces, on va pouvoir transmettre des actions mécaniques entre ces différentes pièces. Donc on va modéliser l'action mécanique qui est transmissible, et vous remarquerez bien que je parle d'action transmissible et non pas transmise, hein, de 2 sur 1. Comme c'est une pivot qui a un axe B, Z, on va l'écrire au point B, et je peux transmettre des efforts dans les 3 directions. Donc je vais avoir 3 inconnus sur la résultante et des moments que sur 2 directions, puisque sur Z on a le degré liberté qui est permis, donc on ne peut pas transmettre de moments sur Z, donc j'ai ce 0. Et là je vais anticiper un peu parce que ma pièce 1, je vois que elle est orientée avec le repère, ou la base plutôt 1, la base B1. Donc je vais dire que ce torseur là, alors ça il faut avoir un peu de recul, hein, faut savoir où on va pour pouvoir commencer à faire ce genre de choses, mais je dis que ce repère là je l'écris dans la base 1. Hein, comme de toute façon l'axe Z ou l'axe Z1 c'est le même, ça change rien à la forme. Si je continue ici, mon pivot glissant d'axe CY qui va me permettre de transmettre une action mécanique entre 2 et 4 qui pourra être de la forme, donc je me place en C,
Donc x 24, 0 sur y, z 24, L 24, 0 sur le moment sur y et N 24. Et lui, par contre, je l'écris dans la base B. Et ensuite, je vais pouvoir transmettre un effort. Alors après, est-ce que je prends l'action mécanique de 4 sur 1 ou de 1 sur 4 ? Bon, ça ne change pas grand-chose. C'est linéaire annulaire de centre F, donc je l'écris en F. Et donc, je vais pouvoir transmettre, non pas sur X, pardon, comme on est en direction sur X, je vais pouvoir transmettre des efforts sur Y et sur Z. Et c'est tout. Donc ça, c'est... Je viens de modéliser mes actions mécaniques de liaison. À ça, il faut rajouter les actions mécaniques extérieures. Alors, on a ça. Ça, sur 1, s'exerce l'action mécanique de la main, donc de l'utilisateur, hein, sur 1. Et on vous dit, bah ça, au point O, si je dis pas de bêtises, c'est un effort FY1. D'accord? Donc, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je pourrais l'écrire comme ça. Ou si je veux l'écrire comme ça. Mais je peux aussi l'écrire en colonne dans la base B1. Et ici, on a une autre action mécanique extérieure qui est l'action mécanique de la pièce sur 4. Et donc la première question vous demande de justifier la forme de ce... Alors c'est au point E, je crois. La forme de ce torseur. Donc il peut s'écrire comme ça. Et pourquoi est-ce qu'on a modélisé cette action mécanique de cette forme-là? Et bien, si on va regarder en fait le dessin, la pièce P4 là, elle est en contact avec le sommet du cylindre. La pièce P, pardon, elle est en contact avec le sommet du cylindre sur cette surface-là. Cette surface-là, en fait, c'est un plan. Donc, on pourrait modéliser la liaison entre P et 4 par une liaison appui-plan. Et quand on regarde la forme de ce torseur, c'est bien un torseur d'action mécanique transmissible par une liaison appui-plan de normale Y. D'accord? Donc là, je viens de justifier la question 1. Alors, si on regarde le système, on peut remarquer qu'ici, on a un ressort. D'accord? Donc, il faudrait... Là, on le néglige. On ne le prend pas en compte. Mais on pourrait dire qu'entre 2 et 4, ici, donc je pourrais rajouter en fait, ici, quelque chose comme ça en disant, bah ici j'ai un ressort. En disant que l'action du ressort, en disant que l'action du ressort sur 4 par exemple, il pourrait être de la forme bah, K lambda quoi, ou K delta lambda en tout cas, K delta lambda sur Y, sous cette forme là. D'accord? Bon, ici, on le néglige. Est-ce que c'est bon jusque-là? Donc là, je viens de faire, en fait, un bilan. Enfin, je viens de modéliser toutes les actions mécaniques présentes dans mon système. Alors, j'efface le ressort, hein, qui est négligé ici. Et donc là, on est dans la configuration proposée dans le sujet, donc avec les hypothèses, où on néglige les poids propres des pièces et l'action du ressort. C'est bon? Alors, maintenant, si on essaie de regarder ce dont on dispose. On a des actions mécaniques extérieures. Vu la façon dont est posé le problème, hein, ce qu'on cherche à trouver, c'est de déterminer F. Donc F, ça va être une inconnue.
D'accord, ça c'est une inconnue, f, en fonction de l'action mécanique de la pièce sur 4. Donc on va considérer que ça c'est des données. C'est quelque chose qu'on connaît, ou en tout cas, c'est en fonction de cette action-là que l'on veut exprimer le reste. Donc f, ça va être considéré comme une inconnue. Et après, on a aussi toutes les autres inconnues qui sont des inconnues de liaison ici. Tac, 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 tac. Donc si je compte mes points bleus, ici j'ai 5 inconnus. Ici j'ai une inconnue. Ici j'ai 2 inconnus. Ici j'ai 4 inconnus. Et ici, si vous voulez, j'ai 3 données. Donc en tout, j'ai 5 plus 1, 6, et 2, 8, et 4, 12. 12 inconnus. Ok. Pour pouvoir déterminer ces 12 inconnus, j'ai besoin de 12 équations. Le principe fondamental de la statique, dans l'espace, donc en 3 dimensions, va me donner 6 équations. Donc il faudrait que j'applique 2 fois le principe fondamental de la statique pour obtenir 12 équations. Dans un système mécanique, je peux en fait isoler le nombre de pièces de mon système moins le bâti. Donc ici j'ai 3 pièces. D'accord, 4, 1 et 2. Donc je peux isoler 2 pièces. Parce que le bâti, il ne faut pas l'isoler. Parce qu'en fait, ce qui se passe entre 2 et notre référentiel terrestre ici, ben, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas comment 2 est fixé à la table, là. D'accord, vous voyez là. Typiquement ici, là. Comment est-ce que 2 est fixé à cette partie-là? Ben, on n'en sait rien. Et donc, on n'est pas capable de modéliser les actions mécaniques entre 2 et l'extérieur de ce côté-là. Ok? Donc, on ne peut pas isoler le bâti. Mais par contre, je peux isoler 1, puis je peux isoler 4. Ou alors, je peux isoler 1, et après, je peux isoler 1 et 4 ensemble. Ou, dernière solution, je peux isoler 4 et isoler 1 et 4 ensemble. D'accord? Donc, je peux faire 2 isolements pour obtenir 12 équations. Mais pas un de plus. Donc, on va faire ça un peu de manière un peu... j'allais dire... un peu bourrin. On va isoler 1, on va appliquer le PFS, on va isoler le 4, on va appliquer le PFS, et on va regarder ce qu'il en sort. Sachant que nous, au final, la seule chose qu'on cherche, c'est ce petit f. Hein. C'est juste ce petit f là qu'on cherche. Hein. Donc, je commence par isoler... Allez, j'isole 4. Donc, j'isole 4. J'isole 4. Alors, regardez, vous pouvez prendre l'habitude de faire ça. Sur mon graphe des liaisons, j'isole 4. Donc, je trace une frontière autour de 4. Cette frontière, elle est traversée ici par une liaison. Ici par une liaison. Ici par une action mécanique. Donc, en fait, j'ai 3 actions mécaniques qui s'exercent sur 4. Alors, on va essayer de le faire proprement. Donc, première étape, on isole 4. Je fais le bilan des actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur 4. Donc, j'ai l'action de 2 sur 4. Donc, je ne la réécris pas, hein, elle est écrite au-dessus. J'ai l'action de la pièce sur 4. Et j'ai l'action de 1 sur 4. Alors, faites attention, nous, on a défini l'action de 4 sur 1. Donc, c'est moins l'action de 4 sur 1. On va maintenant appliquer le PFS. Pour appliquer le PFS, il faut se placer en un point particulier. Alors, si je regarde, comme point possible, j'ai C, j'ai F et j'ai E. En C, j'ai 4 inconnus. En E, j'ai 3 données. En F, j'ai 2 inconnus. Donc, a priori, je vais me placer en C. C'est là où j'aurai le moins de calculs à faire. D'autant plus que vous allez voir que celui
qui est défini en E va être simple à calculer. On sait. Donc, le moment en C de l'action de P sur 4, c'est égal au moment en E de l'action de P sur 4, plus CE, vectoriel, la résultante de l'action de P sur 4. Donc ça, on connaît, ça c'est LP4 porté par X, plus, plus NP4 porté par Z. CE, c'est une distance qui est portée sur Y, donc je vais l'écrire comme ça, CE porté par Y. Vectoriel, la résultante de P sur 4, bah, c'est du YP4 porté par Y. Et là, on voit bien que ça, Y vectoriel Y, c'est égal au vecteur nul. Donc, en fait, le moment en C ou en E, pour cette action-là, c'est la même. Alors, ça, on aurait pu même éviter de s'embêter avec ça, en sachant bien que, comme on est sur une liaison ici, appui plan, ici, dans le sujet, on vous avait proposé un torseur. Si on ne vous l'avait pas proposé, ce torseur, hein, vous savez qu'une liaison appui-plan, la forme de son torseur sera la même dans tous les points sur tous les points de l'espace. D'accord? Donc en fait, on aurait pu directement l'écrire en C, ce torseur-là. En anticipant, en se disant, bah, j'ai déjà un point C, un point F. A priori, je vais écrire mon torseur d'action mécanique de ma liaison appui-plan ici au point C. Ça m'évitera de faire ce calcul de moment que je viens de faire là. C'est bon ça? Puisque la forme, c'est-à-dire les zéros, ils seront toujours là. Alors attention, hein, si vous placez en un autre point, si on s'était passé en F, LP4, NP4, ils auraient été modifiés. Hein. On n'aurait pas forcément eu les mêmes valeurs sur les moments X et les moments Z. Par contre, on aurait gardé toujours ces zéros dans tout l'espace. D'accord? Bon, il faut aussi que je calcule le moment en C de l'action de 1 sur 4. Donc c'est égal au moment en F de l'action de 1 sur 4 plus CF vectoriel, la résultante de 1 sur 4. Donc ça, on a dit que ça c'était nul. CF, c'est moins lambda Y plus mu X. Et attention, la résultante de 1 sur 4, c'est l'opposé de la résultante de 4 sur 1, donc c'est-à-dire moins Y81 sur Y et moins Z81 sur Z. Y vecteur Y, ça fait vecteur nul. Y vectoriel Z, ça fait X. Comme j'ai 2 moins, je reste en X. Donc lambda Z41 porté par X. X vectoriel Y, ça fait Z. Comme j'ai un moins, ça fait du moins Z. Moins mu Y41 porté par Z. X vectoriel Z, ça fait moins Y. Comme j'ai un moins, ça me fait un plus. Plus mu Z41 porté par Y. Ok? Je continue. Ah, je vais être limite là. Ah si, allez. Alors, mon PFS, donc ma résultante sur X. Donc je vais écrire comme ça. Résultante sur X, résultante sur Y, résultante sur Z. Donc moment en C sur X, sur Y et sur Z. Donc la résultante en X. Donc en X, j'ai X14. Moins... Non, X14 c'est tout. Et j'ai X14 égale 0. En Y, j'ai YP4. Moins Y41 égale 0. En Z, j'ai Z14. Moins Z41 égale 0. Le moment en X,
Donc ici j'ai du L14 plus LP4 plus lambda Z41 égale 0. En Y, j'ai mu Z41 égale 0, ça doit tout. Et en Z, j'ai donc N14 normalement, plus NP4, et moins mu Y41 égale 0. Donc là, j'ai déjà... Pardon. J'ai déjà mes 6 équations. Oh là, c'est pas terrible. Donc j'ai une équation ici. Attendez, je vais écrire comme ça plutôt. Une équation, deux équations, trois équations, quatre équations, 5 équations, 6 équations. Maintenant, on va faire la même chose sur le solide 1. Alors, je l'écris en rouge. Donc, on isole 1. Je fais le bilan des actions mécaniques extérieures. Donc, j'ai l'action de 2 sur 1. J'ai l'action de 4 sur 1. Et j'ai l'action de la main de l'utilisateur, donc sur 1. Ici, on va choisir le point O. Pourquoi le point O? Parce que regardez, ici en haut, en B, pardon, en B, ici, sur l'axe de la liaison, parce que j'ai 5 inconnus de liaison. Ici, j'en ai que 2 en F, et ici, j'ai qu'une inconnue en O. Donc, ça sera plus simple à calculer en déplaçant ces deux torseurs en B. Alors après, on verra à la fin de la correction qu'il y a une autre justification, mais déjà rien que celle-là, ça nous suffit pour éviter de faire trop de calculs. Donc le PFS, on l'applique, on a dit, en B. Donc le moment en B de l'action de la main sur 1, c'est égal au moment en haut de l'action de la main sur 1, plus BO vectoriel, la résultante de la main sur 1. Donc ça, c'est égal au vecteur nul. Et BO, c'est quoi? C'est petit bx1 vectoriel, donc f y1. Donc ça me fait du x1 vectoriel y1, ça me fait du z, donc bf porté par z. Maintenant, le moment en B de l'action de 4 sur 1, c'est égal au moment en f de l'action de 4 sur 1, plus bf vectoriel, la résultante de 4 sur 1. Donc ça, c'est encore égal au vecteur nul. BF, c'est du R x1 vectoriel, donc R4 sur 1, c'est... Donc j'ai du Y41 sur Y et du Z41 sur Z. Alors, x1 vectoriel Y, ça fait du cos alpha porté par Z. Donc si j'ai du R Y41 cos alpha porté par Z, x1 vectoriel Z, ça fait du moins Y1, ça. C'est bon? Tout le monde me suit? Ok, tout le monde dort. Je me sens un peu seul là.
Alors, maintenant, vu qu'on a exprimé, qu'on a déjà deux torseurs qui sont exprimés dans la base 1, hein, ce torseur-là, il est dans la base 1, celui-ci, il est dans la base 1. Dans mon calcul de moment, Z, c'est dans la base 1, Y1, c'est dans la base 1, Z, c'est dans la base 1 aussi. Donc, j'ai que ces deux composantes qui sont pour l'instant exprimées dans la base 0, si vous voulez. Donc, je vais écrire mes équations dans la base 1. Ça m'évitera trop de calculs. Donc, la résultante sur x1. Donc, j'ai mon x21. Et j'ai la projection de y, donc de y41, donc moins y41 sinus alpha. Ça doit être ça, si je dis pas de bêtises. La résultante sur y1. Donc j'ai mon y21, j'ai mon f, et j'ai mon y41 cosinus alpha. La résultante selon Z1, selon Z1 ou Z d'ailleurs c'est pareil. Donc j'ai mon Z21 et j'ai mon Z41. Après sur les moments, donc le moment en B1. Donc je suis sur X1. Alors attendez, je vais essayer. Y1 et Z1. Donc sur X1, j'ai du L21. Ici, je vais avoir du M21. L21 égale 0. M21 moins RZ, pardon, non, RZ41 égale 0. Et ensuite, j'ai BF sur Z1. Donc BF plus R Y41 cos alpha égale 0. C'est bon ça? Hop. Attendez, je me suis trompé là. Hein. BF c'est pas RX1, c'est moins RX1. Ici là. Hein, je vous remets en... Ici je me suis trompé là. Hein. J'avais un problème de signe. Donc ici. Donc ici j'ai un plus. Et donc ici j'ai un moins. Et donc ça me fait mes 6 équations en plus. Donc celle-là je vais appeler 7. Celle-là 8. Celle-là 9. Celle-là 10. Celle-là 11. Et celle-là 12. Alors maintenant, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Donc je vais prendre le même code couleur. En vert, c'est mes grandeurs connues. Donc mes grandeurs connues, elles apparaissent ici. Tac. Elles apparaissent ici. Pardon. Donc ici, on a dit. Ici. Ici. Et c'est tout. Et mes inconnues, elles apparaissent donc ici, ici,
ici, ici. Bon, je vais pas faire toutes les inconnues, mais celle qui m'intéresse plutôt, c'est f. Donc qui apparaît ici et ici. D'accord? Donc si je cherche à relier f à mes grandeurs connues, bah en fait, a priori, j'essaie de voir si je peux me servir de 8, 12, 6, 4, 2. Et pour l'instant, je regarde pas les autres. C'est bon? Alors, si je regarde 8, 8 ça me met en relation f avec y21 et y41. Bon, y21, ça apparaît nulle part ailleurs. Hein. Ni à droite ni à gauche. Par contre, y41, ça apparaît ici, là. Mais j'aurai toujours ce y21 qui va m'embêter. Donc 8, c'est peut-être pas la bonne. 12, ça met en relation f avec y41. Y41, j'ai vu que je pouvais l'exprimer ici entre yp4. Donc, assez vite, je vois... Ah bah zut, je peux pas mettre à droite. Donc, je suis désolé, je vais mettre un peu petit. J'espère que vous voyez toujours un peu l'écran. Alors, je vais écrire en plus gros à droite. Alors, en fait, l'équation 12, elle me donne quoi? Elle me donne que f, c'est égal à r sur b, cos alpha, y41. Et maintenant, si là-dedans, je mets l'équation 2, bah, je peux remplacer y41 par yp4. Et j'ai mon résultat. Et a priori, ce que je vous avais mis là, c'est la même chose. C'est bon? Donc en fait, on a utilisé que deux équations. Qu'est-ce qui se passe, Adrien? À la fin, j'ai cherché comment relier f à mes actions mécaniques entre P et 4. Donc, dans les équations, j'ai regardé à quel endroit j'avais f. F, il apparaissait juste dans l'équation 8 ici et l'équation 12. Et les actions P4 apparaissaient uniquement dans l'équation 2, l'équation 4 et l'équation 6. D'accord? Donc f, j'ai essayé de l'exprimer avec 8, mais je me retrouvais avec ce y21 que je connaissais pas et que j'arrivais pas à trouver. Donc en l'exprimant avec l'équation 12, j'avais juste y41 à trouver. Et dans l'équation 2, j'arrivais à exprimer y41 en fonction de yp4. Donc c'est ce que je voulais faire. C'est bon? Alors, bon, maintenant, là on a fait des maths. D'accord? On avait un système, 12 équations, 12 inconnues. On voulait mettre en relation une inconnue avec potentiellement 3 données et une donnée géométrique. Bon, on a réussi à relier cette inconnue aux paramètres géométriques et à une des trois inconnues, enfin une des trois données d'action mécanique. Donc là, on a gagné. Mais ça, c'est des maths. D'accord? Maintenant, on va essayer de comprendre ce qui se passe physiquement et comment on peut essayer de nous simplifier la vie et d'éviter d'écrire toutes ces équations et surtout d'essayer d'anticiper ce type de résultat. D'accord? Alors, dans la vie d'un ingénieur, quand il va travailler pour estimer des actions mécaniques, il va avoir deux problématiques. Ces deux types de problématiques, on va les retrouver en prépa. Hein. Alors, plutôt en PT d'ailleurs. En PSI, on va se rendre compte qu'on a surtout une de ces inconnues qui nous intéresse, une de ces problématiques qui nous intéresse. Mais
je vais rapidement vous exposer ces deux types de problématiques. Alors, on va avoir un type de problématique qui va être de dimensionner des actionneurs. C'est-à-dire de savoir quel doit être le moteur qu'on choisit pour amener la puissance à un système mécanique, ou comment dimensionner un groupe hydraulique, donc une pompe avec un vérin, pour amener une puissance à notre système mécanique. Donc ça, dimensionner un actionneur. Pour pouvoir faire ça, et que ça soit en statique ou même en dynamique, il va falloir réussir à écrire une loi entrée-sortie en effort. Enfin, une loi entrée-sortie en action mécanique. D'accord ? Donc généralement, on n'aura pas besoin de définir toutes les inconnues de notre problème, mais on pourra se contenter de mettre en relation les actions mécaniques d'entrée et les actions mécaniques de sortie. Donc en gros, les actions mécaniques exercées par notre actionneur et les actions mécaniques que l'on va exercer sur notre matière d'œuvre. Là, c'est typiquement ce qu'on a fait là. D'accord ? Robin, tu as ton micro ouvert, donc si tu veux parler, tu peux, mais merci. Donc là, typiquement, voilà, on voulait connaître quel est l'effort en entrée, donc quel est l'effort de l'actionneur. Ici, l'actionneur, c'est notre main qui va venir ici actionner le levier. Donc, mais quel est cet effort en entrée de notre actionneur pour exercer l'effort sur la matière d'œuvre. La matière d'œuvre, ici, c'est notre pièce, la pièce P. D'accord ? Donc ça, c'est le premier type de problématique. C'est ce que vous allez rencontrer principalement en PSI, où on va chercher donc à dimensionner des actionneurs, faire un choix de moteur, par exemple. Après, si on est dans une démarche de conception du système, donc de l'ensemble du système mécanique, on va chercher à dimensionner les liaisons. Donc ce qui se passe à l'intérieur du mécanisme. D'accord ? Donc la question qu'on va se poser, c'est comment sont transmises les actions mécaniques à l'intérieur du système. Donc comment cette liaison linéaire-annulaire, il va falloir que je la conçoive, je la dimensionne, pour être sûr que les pièces ne cassent pas à l'intérieur du système. Hein, comment est-ce que je vais devoir concevoir cette liaison pivot, là, ici, là ? Comment je vais devoir concevoir cette liaison pivot glissant ? Donc au passage, là, vous voyez que la liaison pivot glissant, en fait, on a mis entre notre bâti, donc le bâti qui est là 2, et la pièce 4, en fait, on a rajouté ici une pièce qui s'appelle un coussinet, qui a priori, alors c'est pas forcément bien dessiné sur ce dessin là, mais qui a priori sera avec un alliage de cuivre pour limiter le frottement. Et donc c'est cette pièce là qui va permettre d'encaisser les efforts et qui est une pièce faite pour. D'accord ? Et donc pour pouvoir faire ce choix là, on a dû connaître les inconnus d'action mécanique dans nos liaisons. Et donc cette autre problématique, elle va nous amener généralement à trouver toutes ces inconnues de liaison ici. Donc tu as tous ces petits points bleus, en plus de celle-là. Et donc là, plutôt que de relier une inconnue à nos données, comme on a fait là, d'accord, une inconnue F à toutes nos données, et bien là, on aura besoin de définir ces 11 inconnues ici en plus. Et donc dans ce cas-là, il n'y a pas trop de questions à se poser. On écrit notre système d'équations, là, nos 12 équations, et on résout toutes nos équations. Au passage, là, vous pouvez le faire. Hein. Vous voyez assez vite que ici, celle-là est déjà définie. Celle-là, elle s'exprime en fonction de YP4. Celle-ci, on va voir plus tard. Mais Z41, elle est déjà égale à 0, donc Z14 est égal à 0. Z41 vaut 0, donc L14, on l'a. N14, on peut l'exprimer en fonction de Y41 qu'on a déjà trouvé là. Donc là, on a déjà trouvé toutes nos inconnues. Et pareil, ici, Y41, on l'a trouvé précédemment, donc je peux trouver X21. Y41, on l'a trouvé aussi, donc je trouve F et Y21. Z21 et Z41, Z21, je peux la trouver en fonction de Z41 qui est avant. L21 vaut 0. M21, je peux le trouver en fonction de Z41 que j'ai trouvé à côté. Et la dernière, j'ai déjà résolu. D'accord ? Donc on peut tout résoudre. Donc pour résumer, deux types de problématiques. Une problématique où on va chercher à dimensionner les liaisons, donc dans ce cas-là, pas de question à se poser, on écrit toutes les équations et on résout le système d'équations et on lève toutes les inconnues. On détermine toutes les inconnues. Et donc dans le type de problématique qui nous intéresse plutôt nous en PSI, c'est une problématique de loi entrée-sortie en effort.
Et donc là, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas besoin d'écrire toutes les équations. Donc si on refait un gros zoom sur cette équation-là, sur les équations qu'on a utilisées, nous on a utilisé, regardez, cette équation-là. Le moment en Z dans l'isolement de 1. Ici, la résultante en Y, d'accord, sur l'isolement 4. Alors, on va aller un peu plus loin et on va essayer de comprendre ce qui se passe. Si je regarde la pièce 1, son degré de liberté, ou son degré de mobilité dans le système mécanique, hein, quelle est la mobilité qui est utilisée dans, dans ce système-là, bah, c'est une rotation autour de Z. D'accord? La pièce 4, la mobilité qui est utilisée dans le mécanisme, alors, dans la liaison pivot-glissant, il y a une rotation sur Z qui est permise. Mais cette rotation sur Y, pardon. Mais cette rotation sur Y, elle est supprimée par la liaison ici en F. Donc, sa mobilité dans le mécanisme, c'est une translation sur Y. D'accord? Les équations qu'on a utilisées, c'est l'équation du moment autour de l'axe BZ, hein, qu'on a écrit pour la pièce, pour l'isolement de 1, alors que le solide 1, ici, a une mobilité en rotation autour de l'axe BZ. D'accord? On retrouve le même axe. Sur la classe d'équivalence cinématique 4, on a utilisé le théorème de la résultante projeté sur Y, alors que ce solide a une mobilité en translation selon l'axe Y. D'accord? Donc vous voyez le lien? On est en train de faire le lien. Et donc en fait, les deux équations qu'on a utilisées, bah, c'est les équations qui permettent de mettre en relation les actions mécaniques extérieures au système qui maintiennent à l'équilibre ces pièces, donc qui empêchent, qui suppriment ces mobilités. Ces mobilités, elles sont permises par le mécanisme, mais donc ici, comme on a un système qui est à l'équilibre, bah, il faut supprimer ces mobilités qui sont permises par le mécanisme, et donc c'est forcément les actions mécaniques extérieures qui vont venir les supprimer. Et donc c'est ces équations-là qui vont nous permettre de mettre en relation les actions mécaniques extérieures les unes avec les autres. D'accord? Donc la démarche, quand vous voulez déterminer une relation entrée et sortie en action mécanique, donc entre l'actionneur et l'action qui est faite sur la matière d'œuvre, et ben vous identifiez les mobilités des pièces dans le mécanisme. Donc vous regardez comment le mécanisme bouge, fonctionne, et vous dites, ben, la pièce 1 ici, elle peut tourner autour de l'axe BZ, donc je vais isoler la pièce 1 et je vais appliquer le théorème du moment statique selon l'axe BZ. Et donc, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est ça aussi qui c'est ça qui aurait pu justifier, et même qui aurait dû, hein, si on avait voulu aller plus vite, qui aurait dû justifier que dans le terme du moment ici, on l'a exprimé, on s'est placé en B. D'accord? Et donc si je regarde la pièce 4, elle a une mobilité en translation selon Y, donc je vais isoler 4 et appliquer le théorème de la résultante statique selon Y. Et donc si on avait fait ça dès le début, en fait, on aurait pu éviter de faire ça, là. Ça nous intéresse pas, en fait. Puisque on va utiliser que le théorème de la résultante. Donc ces équations, je savais qu'elles ne m'intéressaient pas. Donc j'avais pas à écrire celle-ci. D'accord? Et même si je vais un peu plus loin, de l'autre côté, j'ai que le théorème du moment statique autour de B. Donc il m'aurait fallu juste dire, là j'ai F. Là j'ai Y41. Et avec ici, si vous voulez, un Z41.
BZ81 ne va pas créer de moment autour de l'axe BZ. Donc il suffisait de dire, bah, ici, F va créer un moment avec ce bras de levier petit b là, BF. Et Y81, lui, il va créer un moment dans l'autre sens, hein, négatif. Mais ici, je retrouve alpha. Ça, cette longueur, ce bras de levier là, c'est petit r. Donc un moment qui vaut r cos alpha Y81. Et on aurait pu juste écrire cette équation là en ayant calculé mes deux moments uniquement autour de l'axe BZ. Est-ce que c'est clair ce petit bilan là? Oui. Ouais. Ok.